Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour l'ouverture d'un cycle de conférences un peu particulier, puisque vous savez qu'il est organisé au sein du CUB, mais en coopération avec la mission pour la candidature de la Promenade des Anglais à l'inscription par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a à peu près un an, un peu moins d'un an, en juin 2014, M. Christian Estrosi, maire de Nice, a annoncé que la ville de Nice entendait s'engager dans cette procédure pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Depuis le mois de septembre, une mission a été constituée, très légère, une petite équipe, sous la responsabilité donc, de Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et de la Communication. Et cette mission donc, travaille depuis le mois de septembre. Et parmi ce que nous faisons, je ne vais pas en parler trop longuement ce soir, puisqu'on aura sûrement l'occasion de revenir sur ce que nous faisons, il y a bien sûr des concertations avec un certain nombre de spécialistes, d'historiens, d'urbanistes, de sociologues, d'architectes, à la fois niçois, donc spécialistes de l'histoire niçoise, mais aussi venus d'horizons différents. Et nous avons pensé que, puisque nous faisions venir tous ces spécialistes à Nice, il était intéressant aussi pour le public niçois d'avoir un écho de ce travail de recherche, de réflexion que nous menons. À cet égard, d'ailleurs, je voudrais rappeler que toutes ces conférences seront visibles sur le site de la mission et sur le site du CUM aussi, je crois. Donc si vous voulez les réécouter ou retrouver des références. Alors ce soir, nous accueillons, et je l'en remercie beaucoup donc, pour l'ouverture de ce cycle, Francesco Bandarin, qui est un urbaniste de formation, professeur d'urbanisme et de conservation urbaine à l'école d'architecture de Venise. Alors, il a été chercheur et enseignant à l'école d'architecture de Venise et en 2000, il a été nommé directeur du Centre du patrimoine de l'UNESCO. C'est donc l'organisme qui gère, entre autres, la convention de 1972 de l'UNESCO sur le patrimoine mondial, convention qui prévoit justement la création de cette liste et l'inscription sur cette liste d'un certain nombre de biens méritant particulièrement d'être préservés, d'être valorisés. Entre 2000 et 2010, il a exercé des fonctions très importantes de sous-directeur général de l'UNESCO. Il est également auteur de plusieurs publications et il continue de poursuivre ses recherches. Notamment, je voudrais donner le titre de ses deux derniers livres, The Historic Urban Landscape en 2012 et Reconnecting the City en 2014. Alors, je ne vais pas vous commenter le contenu de ces recherches. Je pense que nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la conférence de monsieur Bandarin, mais disons qu'il est très préoccupé par, je crois, quelque chose qui nous préoccupe tous, c'est-à-dire le risque qu'on voit un peu partout apparaître de scission entre, d'une part, des quartiers, et en général ce sont les centres-villes, réputés de haute valeur patrimoniale historique, particulièrement bien préservés, et puis tout autour, je dirais, la ville réelle qui se développe de façon souvent un peu anarchique, mais qui concentre quand même les fonctions essentielles de la ville, les fonctions économiques, les fonctions d'habitation, les fonctions d'échange, les fonctions de loisirs, et ce qui risque de faire que ces zones spécialement protégées comme on dit, muséifient, en tout cas, voire même des dérives plus graves, deviennent un petit peu des parcs à thème pour touristes. Enfin, je durcis volontairement l'opposition, mais je crois que c'est une tendance à laquelle on assiste un peu partout. Et je crois qu'avec cette notion de paysage urbain historique, monsieur Bandarin a voulu souligner le fait qu'une ville est en constant développement, accueille de nouveaux bâtiments, de nouvelles fonctions, de nouvelles architectures, et que tout ceci, il faut le conjuguer, il faut l'harmoniser avec la politique de protection du patrimoine. Et cette problématique, je vais m'arrêter là, est particulièrement intéressante pour nous, vous imaginez, puisque Nice est un peu un exemple type de paysage urbain historique qui, sous l'impulsion justement de tourisme, de différentes formes de tourisme aristocratique, puis tourisme cosmopolite d'hiver, puis tourisme d'été, et puis tout ce qui était dérivé par le tourisme, des fonctions qui a attiré des retraités en villégiature, qui a créé des services, qui a donné une impulsion à l'industrie du bâtiment. Tout ceci, à Nice, est particulièrement visible et encore mélangé. Je crois qu'on ne peut pas parler à Nice de centre-ville muséifié, justement, qui serait en rupture avec les activités essentielles de la ville. Et donc, c'est pour nous qui cherchons à mettre en valeur le patrimoine niçois à travers cette candidature, c'est une problématique spécialement intéressante, mais
j'ai déjà été un peu trop long. Je vais donc céder la parole à Francesco Mannarin. Je voudrais encore une fois le remercier d'être avec nous et je voudrais remercier aussi le CUM de nous accueillir, puisque c'est une coopération à long terme, puisque outre cette série de conférences que nous débutons aujourd'hui et qui va se poursuivre jusqu'au mois de juin, nous recommencerons cet automne avec d'autres conférences, toujours autour de ce thème du patrimoine niçois, de la protection de ce patrimoine, de la mise en valeur, de sa spécificité et de sa mise en valeur. Voilà, je vous remercie et je cède la parole tout de suite à M. Bandari. Bonsoir à toutes et à tous. Avant tout, je voudrais remercier la ville, la mission Promenade, M. Yagon, le ministre Yagon, M. Lacaise et ce qui était mon Virgile pendant ces 2 jours de visite, Julie Reine. Et vous tous, évidemment, et le CUB pour cette invitation qui me donne la possibilité de revenir dans cette ville très belle, très importante, que je ne connaissais pas trop à fond. Donc, j'ai utilisé les temps disponibles pour comprendre bien comment ça fonctionne. C'est un peu bref, mais je pense qu'au moins, j'en ai reçu une idée. Et moi, je pensais aujourd'hui de partager avec vous un certain nombre de réflexions que sont, disons, à l'ordre du jour de l'activité de l'UNESCO, surtout. J'étais là à 14 ans, donc dans cette période, j'ai essayé de comprendre quels étaient les enjeux, quels étaient les défis et comment on pouvait répondre à ce que me semble un thème assez complexe, une problématique assez complexe, c'est-à-dire la préservation des villes historiques dans une perspective du siècle, évidemment, dans la perspective du futur. Avant tout, en étudiant bien l'histoire du patrimoine, on découvre rapidement que les villes n'ont pas été considérées patrimoine à l'origine. Le patrimoine, c'était les monuments. Et donc ça c'est un point de départ qui explique pas mal de formules un peu inadaptées qu'on utilise dans la planification, la conservation des villes. Disons, il y a toujours dans l'esprit de ceux qui ont la charge de préserver le patrimoine, une empreinte monumentaliste, je l'appelle. Et ça, on en discutait aujourd'hui d'ailleurs, on le trouve partout, dans les textes, dans les pratiques et tout ça. La raison est très simple. Les villes sont devenues patrimoine très tard. Disons, on a commencé à penser aux villes comme patrimoine seulement vers la fin du siècle. Là, je mets un certain nombre de références, certainement. Celui qui l'a un peu théorisé, c'était Camillo Sitte, un Autrichien, peut-être le père de l'urbanisme européen, qui avait bien compris qu'il devait y avoir une relation entre les villes historiques, donc ce qui est la transmission du passé, et la façon dans laquelle l'Europe, à cette époque, disons, fin du 19e, préparait et organisait ses grandes entreprises d'urbanisme. Mais disons, ce n'est que aux années 30 et même 40, et je pense que c'est surtout le grand théoricien était cet Italien très important, Gustavo Giovannoni, qui était aussi le fondateur de l'école d'architecture de Rome, qui a écrit ce livre, d'ailleurs très important, il est même en français, comme vous voyez, qui a vraiment mis en pratique des principes qui avaient été développés. C'est-à-dire, il a défini des modèles, des pratiques opérationnelles sur les villes historiques, en comprenant que beaucoup de quartiers historiques étaient très insuffisants pour les exigences de la vie moderne, donc il fallait intervenir, mais en même temps qu'ils avaient des valeurs qui n'étaient pas limitées aux monuments, mais étaient, disons, plus étendues, comprenaient les tissus historiques, les tissus mineurs, etc., etc. Donc toute une série de nouvelles approches des années 30-40 qu'il a réussi à mettre par écrit dans des textes qui ont été discutés dans cette conférence très importante, conférence fondatrice de la pensée moderne dans les patrimoines, la conférence d'Athènes. C'est la première conférence des experts de patrimoine. Une dizaine de pays étaient représentés, donc pas trop, mais c'était
je trouve que quand on lit les textes qui sont sortis de cette conférence, on retrouve pratiquement toute la théorie et toute la doctrine, disons, d'aujourd'hui. Évidemment, dans l'esprit du temps, ça fait 80 ans, mais avec une vision très avancée. Il ne faut pas confondre cette conférence avec l'autre conférence d'Athènes qui s'est tenue il y a 2 ans après. Parfois, on fait parce que cette conférence d'Athènes, au contraire, celle que Le Corbusier avait voulu organiser, et puis même écrit, la charte d'Athènes a été écrite par lui, avait une approche complètement différente. Donc, au même temps, vous avez eu, disons, la première théorisation et formulation des principes de la conservation urbaine, et en même temps les principes de la destruction des villes historiques, parce que les plans voisins, même si c'était peut-être un manifesto, une provocation, ce n'était peut-être pas un vrai plan, mais c'était la négation, c'est-à-dire les principes modernes de l'urbanisme moderne niaient l'existence et la valeur des villes historiques, sauf quelques monuments. Évidemment, Notre-Dame a été épargnée, mais le reste de la ville, dans ce plan très provocateur, n'existait pas, n'avait pas de droit à exister. C'était une ville, un gourbi, c'était un slam, non, la ville historique, dans la vision un peu extrémiste, non, que Le Corbusier avait formalisé dans la charte d'Athènes. Donc, 2 chartes d'Athènes, mais avec 2 approches complètement différentes. Heureusement, après la guerre, il y a eu des repensements, peut-être aussi à cause de certains insuccès du modernisme, et aussi avec l'émergence d'une culture qui est la nôtre, la culture du patrimoine, qui a trouvé évidemment dans la charte de Venise 1964, dans ce principe fondateur. C'est une charte intéressante, pas trop intéressante pour les villes, plus pour les monuments, mais quand même c'est la première charte moderne, disons, et c'est un peu la maman de toutes les chartes qui sont venues d'après. Et je pense, même si je suis assez convaincu depuis que je l'ai vu personnellement, que la Convention du patrimoine mondial qui a suivi quelques années après a été vraiment la porte-drapeau de tout ce mouvement international qui soutient la conservation du patrimoine et surtout les villes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la Convention du patrimoine mondial compte 1007 sites. Donc ça a dépassé le seuil de 1000 sites l'année passée. 1007. Mais de ces 1007, à peu près 2/3 sont des sites culturels et 1/3 des sites naturels. Donc disons à peu près 700 culturels et 300 naturels. Des sites culturels, la moitié sont des villes. La ville est la catégorie qui a eu plus de succès dans toute l'histoire de la Convention du patrimoine mondial. C'est intéressant ça. C'est-à-dire, on aurait pu s'attendre, c'était plutôt les monuments ou l'archéologie ou d'autres. C'est plutôt les villes qui ont gagné la compétition. Je dis toujours parce que les villes ont des maires qui, évidemment, soutiennent la promotion des villes. Mais ce n'est pas que ça. Je pense qu'il y a une conscience importante à l'échelle du monde de l'importance de ce type de patrimoine. Donc, c'est un succès de tout ce courant de pensée qui ont nous amenés jusqu'à maintenant. En 1976, l'UNESCO a aussi émis cette recommandation. C'est un outil plus souple, mais quand même techniquement plus élaboré d'une convention qui parle et donne toutes les règles, disons, pour les visites historiques. Donc, je mets ça parce que vous verrez plus tard qu'il y a eu récemment, il y a 3 ans, une autre recommandation UNESCO. Donc, il y a une distance de 35 ans entre cette recommandation et celle sur les paysages urbains historiques que j'ai eu l'honneur et la responsabilité de conduire à bon fin. Tout ça ne parle encore pas de ville, vraiment. Hein. On parle de zones historiques, de monuments, tout ça. Donc l'ICOMOS, qui est le Conseil international des monuments et sites, qui est un peu l'opérateur de la conservation du patrimoine au niveau international, a bien pensé de travailler sur une charte. Ça, c'est une charte professionnelle. Ce n'est pas un texte intergouvernemental comme les autres, mais c'est la charte de Washington, qui a été approuvée en 1987. C'est une charte spécifique sur les villes. Donc, il y a effectivement un document qui montre disons, tous les principes
et toutes les règles qu'à l'époque, parce qu'on est la culture des années 70-80 avait une certaine vision des villes, mais c'était une vision élaborée et qui nous permet d'avoir, disons, un cadre assez important, assez clair, assez précis de travail. Il est vrai que tout ce qui est passé après a un peu changé la donne. Par exemple, si vous lisez ce texte, vous verrez qu'il y a, disons, une confiance aujourd'hui, qu'on ne peut pas partager la même confiance dans les rôles du public, par exemple. L'État était beaucoup plus puissant et responsable de beaucoup d'actions dans les domaines patrimoniaux et dans le domaine urbain de ce qui est effectivement possible. Donc, il y avait un peu d'optimisme, voilà, dans ces chartes. Bon, à cette époque aussi, autour de cette époque, prend forme aussi l'administration des villes historiques. Moi, je pense qu'une figure importante a été votre prédécesseur, d'ailleurs, Marot. L'image un peu menaçante, mais effectivement, lui avait bien pensé l'histoire. La loi Marot est peut-être la première en Europe, je pense plus ou moins en Italie, il y avait des choses, mais les lois sont venues plus tard. C'est la première loi qui vraiment identifie les villes historiques comme une cible particulière, vraiment spécifique d'accès des politiques publiques. L'idée est très simple. Une idée simple et difficile peut-être à mettre en œuvre, mais simple comme concept, c'est d'établir une sorte de périmètre, un district, un secteur, dans lequel certaines règles de gestion sont appliquées, et dans lesquelles on utilise certains systèmes d'incentives fiscaux ou financiers. Donc c'est les modèles, disons, qui existent en France et en Europe, les modèles de secteurs sauvegardés. On fait un périmètre, on délimite la zone, et là, c'est un périmètre de mise en valeur, de conservation, de préservation. Les règles sont différentes, les figures, même les figures professionnelles engagées sont différentes, et tout est différent, et ça marche. Ça marchait. En France, ça marchait très bien. Vous avez en France plus que 100 secteurs sauvegardés, donc, et moi je dirais que c'est un bon modèle qui a fonctionné. Il y a des limites évidemment, mais on les discutera après, mais comme, disons, principe de base, à cette époque, dans les années 60, quand les centres historiques étaient très menacés par une pression immobilière, pression de transformation, ça fonctionnait très bien, et d'ailleurs, tout le monde l'a appliqué. On le trouve en Angleterre, évidemment, avec des formules différentes, on le trouve en Italie, on le trouve dans le monde, que ça c'est Québec, mais non, vous allez dans le monde, et ça c'est l'idée, même ceux qui ne l'ont pas fait, pensent à ça, pour le futur. Donc, il voit bien que ça, c'est une formule qui marche bien. Tous les pays, en Espagne, en Portugal, en Italie, évidemment, et avec des formules adaptées à chaque contexte juridique. Vous trouvez les modèles de secteur sauvegardé, les modèles de districts historiques, et ce qui a protégé les villes historiques. Mais est-ce qu'on les a vraiment protégés? Moi, j'ai dit oui. Moi, je suis tout à fait positif, parce que vous allez dans le monde, vous trouverez dans plusieurs endroits, même les plus différents, de Florence à Katmandou, de Katmandou à Cusco, de Cusco à Bahia, de Bahia à Rabat, de Rabat à Pyongyang, Pingyao, en Chine. Vous trouverez toujours des sites qui ont été très bien préservés, selon cette pratique d'isolation, disons, d'une certaine partie de la ville et de traitement différencié. Les modèles s'appliquent vraiment d'une façon très générale, s'appliquent même aux villes modernes. Nous, on a dans la liste du patrimoine mondial, on a Brasilia, par exemple, dans laquelle on suit ces règles. Donc on a effectivement une relation entre ces modèles simples, mais complexes à appliquer peut-être, mais simples de conception, et une vision. Voilà, ça c'est la vision que nous avons des villes historiques, un peu propre, comme ça. C'est pas toujours comme ça, mais effectivement, ça c'est le modèle. En même temps, et ça, quand on y travaille, comme plusieurs de vous le font,
on le sait bien, tout ça, ce modèle idéal, cette idéalisation ne marche pas trop. Non, il y a toujours il y a un grand nombre de problèmes. Donc je voudrais vous conduire un peu à travers les problèmes et peut-être aussi après essayer de réfléchir sur comment disons les traiter ou au moins les avoir bien clairs, non, parce que parfois on n'a pas une clarté sur ce qui sont les problèmes. Et je ne parle pas seulement des problèmes d'aujourd'hui, je parle surtout en perspective. Disons, vous avez vu les historiques ont à peu près une cinquantaine d'années d'histoire comme patrimoine. C'est pas trop, hein, 50, 60 ans, c'est pas trop. Mais il faut aussi regarder au prochain cycle de long terme. Sinon, on ne fait pas de la conservation du patrimoine. On ne fait pas la conservation du patrimoine pour un an ou deux. On le fait pour le très long terme. Donc, il faut avoir toujours cette vision long terme. Alors, voyons quels sont les éléments que je considère de risque, de vulnérabilité. Bon, évidemment, je parle maintenant d'un cadre un peu global, pas seulement de France ou d'Europe, parce que c'est un peu le cadre que j'ai fréquenté dans la gestion de la Convention du patrimoine mondial. Mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui nous concernent. Une question de conflit, ça semble très loin, c'est pas trop loin. En Europe, il y a eu une guerre il y a 20 ans qui a détruit des villes, sans parler de la guerre mondiale. Hein. Je ne parle pas du passé distant, je parle d'il y a 20 ans. Ça, c'est la destruction du pont de Mostar dans cette guerre sanglante qui a vraiment détruit les Balkans à l'époque, évidemment. Maintenant, le pont a été reconstruit, donc il y a une réconciliation. Mais pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, c'était une blessure qui montrait comment, même dans l'Europe moderne, on peut avoir des conflits urbains qui détruisent les patrimoines. Et directement, Dubrovnik, qui n'est pas une ville, c'est une ville touristique aujourd'hui, mais en 81, il a été bombardé pendant des mois, des mois, des mois. Et disons, au moins, là, c'est une carte de destruction, de bombardement de Dubrovnik. Donc, quand on parle de conflits, on ne parle pas seulement de choses très lointaines, distantes, c'est des choses très proches. C'est une dimension qu'il faut toujours avoir présent, et on l'a vu même récemment en Ukraine et dans d'autres endroits. Mais tout récemment, pour revenir à l'actualité, on a eu des crises majeures dans certains pays. Vous tous vous souvenez certainement de la destruction d'une partie du patrimoine de Timbuktu. Ça, ce sont les salafistes qui détruisent les grands monuments de Timbuktu. Ce qui reste après. Et ça, c'était des monuments inscrits dans la liste du patrimoine mondial. Donc, même la Convention n'a pas réussi à limiter les dommages. Oui, évidemment, on pourra faire des reconstructions, mais quand même, c'est une ville qui a été blessée. Aujourd'hui, on a face à nous la destruction en Syrie. Ça, c'est la ville d'Alep avec sa citadelle très, très connue. Et là, on a eu des dommages très, très importants. C'est l'entrée de la citadelle. Vous voyez que des dommages collatéraux des combats. Mais regardez ce qui s'est passé dans les marchés historiques d'un marché du XVIe siècle, un marché d'Alep, complètement détruit par les combats et les incendies. Ça, c'est la grande mosquée d'Alep, avec le minaret qui a été abattu au coup de canon. Ça, c'est un grand palais d'Alep, à la maison Abou el-Haouda, complètement détruite. Et j'en ai des centaines de photos comme ça qui nous laissent vraiment sans espoir. Parce que si ça se passe aujourd'hui sous nos yeux, et d'ailleurs vous avez vu tout récemment à la télé les monstruosités qui arrivent en Irak avec la destruction de sites archéologiques d'importance majeure, tout ça. Donc, je me limite aux villes pour dire que les villes sont vulnérables, sont pas à l'abri des conflits quand il y a des situations de ce type. Même s'ils sont protégés par la communauté internationale, par les conventions, les traités, etc., c'est pas suffisant et c'est pas suffisant.
Bon, ça c'est une première disons, vulnérabilité. Mais ce qui se passe couramment, c'est autre chose. C'est la gradualité dans la destruction du tissu urbain. Je montre certaines photos pour faire comprendre bien la chose. Ça, c'est une photo de Katmandou en 70. Katmandou est dans la liste du patrimoine mondial. C'était, comme vous voyez très bien, une ville très harmonique, avec une relation avec les monuments et son tissu urbain, qui était, disons, à l'échelle. Et maintenant, la ville est comme ça. Donc, c'est tout ce qui s'est passé, c'est pratiquement tout le tissu mineur a été dévasté. Bon, les monuments sont restés, les monuments sont comme ça, ils sont protégés, mais tout ce qui passe, tout ce qui est à faire avec les alentours du monument, le paysage d'une ville est comme ça. Donc, on a perdu pratiquement Katmandou. On a tenu quelques monuments importants, mais la ville en tant que telle n'existe plus comme patrimoine. Et comme ça, vous en avez vraiment un grand nombre. Ça, c'est la ville de Zabid, par exemple, dans le sud du Yémen, dans la côte. Une ville merveilleuse, richissime de monuments et pratiquement transformée en sorte de béton. Comme ça, c'est une ville où il n'y a pas un contrôle de ce qui se passe. C'est impossible. Puis la municipalité a fait des choses, des interventions très mal planifiées. Ils ont éliminé les souks du centre de la ville. Une ville arabe, c'est le souk. Donc, c'est une ville sans souk, c'est une ville sans âme. Et la réalité, c'est que la ville est devenue une ville fantôme. Donc, ils ont vraiment... Donc, situation, on perd. Voilà, ce sont deux cas, des exemples. Mais je pense que je pourrais vous en montrer beaucoup, parce qu'effectivement, à l'échelle mondiale, ça, c'est un autre problème. C'est comment protéger toute cette partie de la ville qui n'ont pas une grande valeur, disons, monumentale, patrimoniale ou même monumentale, mais qui font partie de l'histoire de la ville et de ses caractéristiques patrimoniales. Puis, il y a un autre type de danger, c'est qui concerne, moi je l'appelle paysage urbain, mais pour dire non, tout ce qui est la densité, les contextes, les auteurs, les volumes, tout ça. Il y a une dizaine d'années, on a eu à l'UNESCO une grande discussion sur ce projet. Ça, c'était la ville de Vienne, qui venait d'être inscrite dans la liste du patrimoine mondial, la partie interne évidemment. Ce que vous voyez, c'est à droite, c'est la ville de Vienne. Ça, c'est les rings, non? C'est le grand anneau. Et ça, c'est ce projet qui comprenait 1, 2, 3, 4 tours de 150 mètres, plus ou moins. Effectivement, ce projet est entré en conflit avec ce qui était une vision classique de la ville, son paysage historique, son profil, son skyline. Donc, il y a eu une grande révolte de la population contre ce projet. La mairie était à faveur, mais après, quand ils ont vu ça, ils ont commencé à réfléchir. Donc, nous sommes intervenus. C'était quand même à l'intérieur de la zone tampon du site. Et à la fin, le maire a décidé de changer le projet. Il y a eu un autre projet, ça c'est un projet préliminaire, vous voyez. Je ne discute pas l'architecture, mais pour dire, ils ont essayé d'éliminer les éléments qui dérangeaient. Puis un projet a été réalisé différent de celui-là, qui garde un peu les proportions. Autre même chose, on a eu à Cologne. À Cologne, c'est une ville qui a été détruite totalement dans la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a plus rien, sauf la cathédrale. Miraculeusement, la cathédrale est restée debout. Donc, c'est une ville, autour de sa cathédrale, il y a l'image et ses relations avec le fleuve, il y a l'image de la ville. C'est la seule chose qui reste de Cologne, c'est sa relation, le paysage urbain. Bon, juste en face, ils font cette tour horrible. Et là, on n'a pas réussi à la bloquer. Il y en avait 6 prévus, mais une est partie quand même. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de visiter la ville de Bakou, qui est un site du patrimoine mondial. Ça, c'est un projet récent qui a été fait avec l'argent énorme. Ils ont beaucoup d'argent à Bakou parce que la ville est un pays pétrolier. Vous savez que c'est un endroit où le pétrole sort naturellement de la terre. Donc, il y a
plusieurs endroits où il y a des flammes naturelles. Ça, c'est l'expression, c'est un peu l'image de ces flammes naturelles de l'Azerbaïdjan. Mais c'est vraiment à une très courte distance du site du patrimoine mondial. Donc, on se demande quelle est la relation entre une vision patrimoniale et puis, à côté, on fait tout ça. Et tout ça arrive, ça arrive partout. Il y a certains cas qui sont difficiles à gérer. Ça, c'est la Tour de Londres, un patrimoine mondial. C'est évidemment la chose la plus importante de Londres. C'était le siège des rois d'Angleterre pendant des siècles. Et un des monuments les plus visités de l'Angleterre et même d'Europe. Il y a le trésor de la reine et tout ça. Mais pour faire cette photo, je vous assure, il faut marcher 3 heures. Il faut faire le tour tout vers l'autre côté du ville et se mettre dans le seul angle de 3 degrés qui permet une photo comme ça. Parce que la situation de la tour est celle-ci. La tour est au milieu d'une sorte de forêt de gratte-ciel, mais d'ailleurs c'est une photo ancienne, il n'y en a pas les 2 derniers qui ont été réalisés. Donc c'est même difficile à comprendre, on ne comprend plus la relation entre les monuments, le fleuve, la ville, tout ça. On perd beaucoup. C'est vrai, tout est légal, tout est juridiquement parfait, il n'y a pas de violation, mais ce n'est pas une politique patrimoniale. Regardez ce qui se passe à Kiev, qui est une ville très importante, c'est le plus grand, le monastère orthodoxe le plus important du monde orthodoxe russe, parce que c'est là que le monde orthodoxe est né, pas né à Moscou, est né à Kiev, au XIe siècle, comme ça. Et voilà, même à Kiev, il y a toute cette chose qui pousse. Là, c'est une vue du Dniepr, hein, voilà, le fleuve est juste en bas. Ici, mais ça dérange beaucoup. Je me demande pourquoi, on se demandait avec eux, pourquoi ça, c'est pas difficile de gérer un peu les auteurs dans certains points de vue, certains points de vue, disons, perspectives, etc., etc. Il y a eu, dans les dernières 20-25 années, un phénomène d'iconisme dans le monde. L'iconisme, c'est une manière de regarder l'architecture totalement détachée de son contexte historique, de son contexte physique, etc. Ce sont des objets qui arrivent comme des vaisseaux spatiaux qui arrivent sur un endroit. Ils peuvent être ici ou là, c'est la même chose. C'est plutôt l'expression. Et il y en a beaucoup comme ça. Regardez celui-là, par exemple, à Pékin. Ça, c'est la ville interdite, Pékin. Ça, c'est la Tiananmen, la place Tiananmen. Et ça, c'est la grande opéra qui a été faite, disons, en rasant un quartier. Pas un architecte important, hein, c'est Paul Andreu, un architecte important qui a fait tout, Charles de Gaulle, etc. etc. Et c'est pas l'architecte dans ces cas-là qui est mis en discussion, c'est plutôt comment on met une chose comme ça au milieu d'un contexte historique de cette importance. Regardez ce projet-là. Ça, c'est un architecte qui s'appelle Peter Cook, très important architecte anglais, qui a fait ce projet-là au milieu de la ville de Graz, en Autriche. Et oui, c'est pas facile à comprendre pourquoi une ville veut ça. Et quelle est la logique, je comprends l'architecte. Peter Cook, c'était le grand théoricien de archégramme, les grandes provocations des années 60, comme ça. Et donc, finalement, il arrive à réaliser. mais je comprends moins la ville et son orientation. Ça, c'est juste en face de la cathédrale, on la voit peut-être, la cathédrale de Saint-Stephen, Saint-Étienne à Vienne. C'est un grand architecte, Hans Hollein. Mais vous voyez, déjà, ces bâtiments sont très datés. Non? Maintenant, à distance de 20 ans, personne ne voudrait ça. Mais il est là, il va rester. Non? Même chose, c'est Gehry, très, très, très connu, très fameux, Prague. Alors là, ce sont les grandes villes et les grands architectes. Donc, mais le problème, c'est que le message passe dans le monde. Donc on le retrouve partout. Regardez ce que j'ai vu à Santiago, au Chili. Là, c'est la cathédrale de Santiago, cathédrale du 7e siècle.
Et là, quelqu'un a donné un permis pour faire ça à côté de la cathédrale. Hein, c'est évident. Même dans des endroits impossibles, comme vous avez vu, comme à Timbuktu, là c'est la mosquée Sankharé qui est inscrite dans la liste du patrimoine mondial. C'est une mosquée très importante dans l'histoire du Sahel et de la ville de Timbuktu. Alors regardez bien ça et vous la retrouverez ici, là. Ça c'est la mosquée patrimoine mondial. Et ça, c'est le centre qui a été fait à côté, évidemment, avec une donation importante. Donc, tout ça arrive, dans cette modernité, arrive de façon très agressive et très, disons, s'impose un iconisme qui n'a rien à faire. Ça, c'est une ville de terre crue. Là, c'est pas un endroit pour le béton et l'acier. Voilà. Bon, puis il y a un problème avec les infrastructures, peut-être pas seulement vous allez tout à côté, à la ville de Gênes, par exemple, vous trouverez un élément, je trouve, scandaleux dans les cadres, disons, des centres historiques en Italie, cette grande autoroute qui traverse la ville complètement et qui coupe la relation de la ville avec les ports d'une façon dramatique. Il a fallu travailler beaucoup. Là, c'est Renzo Piano qui a fait une chose importante pour créer un pôle d'attraction dans les ports. Sinon, les ports étaient morts. Hein, il n'y avait plus de relations. Et quand un port meurt, la ville meurt aussi. Non. Donc, et pour l'enlever, il faudra des années, voire des décennies. Donc, ce n'est pas une chose facile à résoudre. La ville de Dresde, qui avait été inscrite, c'est une de deux cas des sites qui ont perdu le titre, du patrimoine mondial, parce que la ville de Dresde aussi a été détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il n'y a pas vraiment une ville, il y a quelques monuments, mais ce n'est pas la ville qui était inscrite, c'était les paysages du fleuve de la ville qui avait été inscrite. Évidemment, quand on fait une chose comme ça, dans ces paysages, la chose est là, c'est pour ça que la ville a perdu son titre. Tout récemment, à Istanbul, grande ville, peut-être une des plus grandes villes du monde, et peut-être un des paysages urbains les plus importants, ils ont construit ce pont-là, qui est un pont pour la nouvelle ligne du métro. Ok, il faut faire un métro, on fait un pont, mais le problème, c'est pourquoi faire un pont comme ça. D'ailleurs, comme ça, oui, ça c'est la mosquée Souleymane, hein, c'est pas une petite chose. Ça, c'est Sinan, et là on se met en compétition avec Sinan, avec un pont qui n'a aucune raison, parce qu'on aurait pu faire de façon, moi je me suis occupé de ces cas à fond, on aurait pu faire avec des technologies légèrement différentes, au même coup, une chose qui n'avait pas cet aspect. Pour dire, non, c'est toujours... c'est délicat, mais il faut regarder ces choses avec un œil du patrimoine, pas seulement de l'ingénieur ou de l'architecte. Regardez ce qui s'est passé à Panama. Ça, c'est la ville de Panama, la vieille ville de Panama, qui est dans la liste du patrimoine mondial. Ils avaient besoin de construire une bretelle, une sorte de passage. Ils ont fait ça autour de la ville, comme ça. Pratiquement tuant les centres historiques. Il n'y a plus un centre patrimonial, là, c'est pas possible. En plus, imaginez-vous ce qui va se passer. Cet endroit très prochainement sera rempli. Et voilà. Donc, on a des problèmes sérieux de ce type. Les infrastructures sont importantes, il faut le faire, mais il faut aussi garder une vision patrimoniale. Si on veut, évidemment, rester, parce que les villes en même temps font ça, mais veulent rester patrimoniales, c'est pas possible. Puis il y a une autre dimension de menace, peut-être, ou je ne sais pas si c'est seulement une menace, c'est peut-être aussi une ressource, qui est le tourisme. Là, je viens d'un pays, d'une ville, Venise, qui connaît bien la situation. Ça, c'est Florence. Il y a les villes historiques. Surtout si elles sont bien gérées comme patrimoine, devient immédiatement des pôles d'attraction du tourisme. Ça, c'est une question importante à discuter, parce que le tourisme bénéficie de cet investissement public énorme, parfois, qui a créé et maintenu le patrimoine, ne contribue pas trop. Je pense que le tourisme contribue, oui, avec les billets de musée, mais c'est rien, hein, comparé au coût. Donc, en même temps, ce qui font les politiques publiques,
doivent savoir qu'ils sont en train de faire de l'investissement public pour l'industrie touristique, et l'industrie touristique doit savoir qu'ils bénéficient de ce type d'investissement, mais ça n'est pas garanti pour le futur, parce que les ressources publiques sont en crise en ce moment. Donc, on fait des villes comme ça c'est Bahia, par exemple. Voilà, ça c'est la Chine, ça c'est pas une ville, mais c'est pour montrer la dimension future du tourisme. Nos collègues là, de l'Organisation mondiale du tourisme estiment, vous savez qu'en 2012, on a passé 1 milliard de touristes internationaux, estiment qu'en 2030, il y aura 2 milliards. Hein. Donc ça veut dire un doublement. Donc quand on va en Chine aujourd'hui, on trouve, ça c'est une promenade, c'est une balade dans la montagne. Et on est comme ça. Donc imaginez-vous ce qui va se passer dans beaucoup de villes. Vraiment, je tremble en pensant à Venise, qui a eu l'année passée 27 millions de touristes. Et l'estimation, c'est pour le 2030, on va en avoir 45. Donc ça commence à devenir une chose hors de contrôle. Donc c'est un peu ça, là, non? L'image, c'est pas l'image propre, sanitisée, comme on dit, qu'on a vu avant. C'est comme ça, les villes touristiques, c'est comme ça. Essayez d'aller à Mont-Saint-Michel plutôt qu'encore ou qu'à n'importe quoi. Alors, il y a des réactions. Par exemple, même à Venise, il y a eu des réactions, mais ce sont des réactions très, très faibles. La force de l'industrie est gigantesque. Il bouge de milliards de personnes, de millions, des milliards de dollars, des milliards de tout. Ils arrivent à faire ça à Venise, c'est qu'il y a une chose vraiment incroyable, non, qu'on puisse permettre dans une ville fragile et tellement exposée, tellement unique, non, d'utiliser comme si c'était un port de tourisme de masse. Mais tout ça, on n'a pas encore réussi à résoudre. Hein. Ça se passe chaque jour, hein, comme ça. Bon, je voulais pas vous déprimer trop, parce que pour montrer qu'il y a toute une catégorie de problématiques qu'évidemment les conservateurs tout seuls ne peuvent pas résoudre. Il y a des questions économiques, de finances, des questions de gestion, des questions même peut-être des changements des rapports internes, non, du système, combien le tourisme doit devenir un acteur qui participe au jeu de la conservation, quelles sont les manières pour garder les villes vivantes. Les villes historiques ont la tendance à être des villes commerciales, dans des grands souks. D'ailleurs, les Chinois l'ont bien compris. Maintenant, ils construisent des villes historiques nouvelles qui sont des souks pratiquement. Hein. Vous allez à Pékin, il y en a un qui est fantastique juste à côté de la place Tiananmen. Hein. C'est une ville historique, mais ça a été restaurée, construite récemment, mais c'est la façade. À l'intérieur, ce sont que des marchés, des supermarchés. Donc, il y a un risque de ce type. Une ville n'est pas seulement ses pierres, non, c'est sa population, ses traditions, etc. Donc, il faut prendre conscience de tous ces défis. Je pense que dans les chartes historiques et dans l'idée même de ce district, de ce secteur sauvegardé, il n'y a pas cette vision parce que c'est impossible, il n'y avait pas de problème. Hein. Donc il faut peut-être mettre à jour la chose. Et il n'y a pas une seule formule. Moi, je parlais avant de cette recommandation qu'a fait l'UNESCO en 2011. C'est une recommandation, disons, qui a servi pour remettre la question de la définition des politiques pour les villes historiques au centre de l'attention. Mais ce n'est pas une recommandation comme ça qui peut trouver les solutions. Non? Là, on a simplement dit les villes historiques sont au cœur du patrimoine à niveau international. Il faut repenser la politique. Il faut renforcer la politique et repenser la politique. Tout ce qu'on a fait jusqu'à ce moment, c'est très bien. Effectivement, non, je disais, secteur sauvegardé ont marché. Mais ce n'est pas suffisant, il faut regarder au-delà. Peut-être il faut aussi réétudier, redéfinir la ville historique et voir si, à travers une définition différente, on peut trouver des formules qui soient plus adaptées à ce défi qui est la conservation des villes dans le XXIe siècle. Alors, des questions. Premièrement, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur qu'est-ce qu'est historique, hein, parce que ville historique, c'est les secteurs sauvegardés.
le reste n'est pas historique. Je pense que ce n'est pas une bonne approche. Non, déjà, ça montre... Vous vous souvenez peut-être de la provocation qu'avait fait Venturi, non, et ça fait il y a quelques années, non, quand il étudiait Las Vegas. Il n'y a pas de monument à Las Vegas. Non, mais pour dire, alors, qu'est-ce qu'est l'historique? Alors, récemment, il y a eu une expérimentation, une formulation intéressante qui vient d'une ville qui avait été au centre, à l'origine, Bologne, de la planification pour la ville historique en Italie. C'était peut-être les prototypes, les modèles les plus considérés, les plus avancés à l'époque, dans les années 60 et 70. Ça, c'est la ville historique de Bologne. C'est, comme beaucoup de villes historiques, c'est une ville contenue par le périmètre des remparts. Ça, beaucoup de villes, on sait comme ça, parce que beaucoup de villes avaient les remparts. 19e siècle, grosso modo, toutes les villes européennes ont perdu les remparts. Les remparts sont devenus des boulevards, et ces boulevards contiennent la ville historique. Voilà, plus ou moins. Bon, donc ça, c'était la ville historique à l'époque 70, qui avait été au centre de ces grands plans de Benevolo, de Cervellati, etc., etc. Ils ont refait les plans d'urbanisme tout récemment, et ils ont changé l'approche. Ils ont dit, bon, ça c'est OK, il y a ça, évidemment, mais il y a d'autres parties de la ville qui sont historiques. Comment on les définit? Bon, il n'y a pas une règle, mais effectivement, c'est même la population qui peut s'exprimer. Normalement, la définition historique est un peu du haut, non? C'est les experts, les ministères qui arrivent, vous êtes historique, l'autre n'est pas historique. Mais peut-être les populations peuvent s'exprimer, parce que la nature historique d'une ville est aussi une perception de ceux qui y habitent. Et ce qui s'est passé à Bologne, c'est qu'ils ont étendu le concept. Ils ne parlent plus de centre historique, d'ailleurs, et pas de ville historique. Non, c'est une petite différence de termes. Pour dire, il y a des parties historiques de la ville qui sont du 19e siècle, voire du 20e siècle, non, qui ont une nature historique. Il y a même des quartiers de logement public dans cette nouvelle formulation, parce que ces quartiers, en menant, ont été historicisés, tout ça. Donc, je pense qu'une première chose, c'est d'un peu de revoir nos définitions et voir si d'ailleurs, j'ai vu qu'à Nice, vous l'avez fait, et c'est intéressant, hein, parce qu'on découvre beaucoup d'histoires si on sort des remparts. Puis, il faut, et je parle pour dire, évidemment, il y a beaucoup le font déjà, hein, c'est pas qu'ils ne le font pas. Il faut, mais c'est écrit dans cette recommandation, valoriser beaucoup plus l'histoire et l'archéologie des villes. Tout récemment, j'étais à Athènes, ils ont fait une chose, le nouveau métro d'Athènes, vous le connaissez, non? Alors, quand on fouille à Athènes, imaginez-vous ce qui se passe, c'est qu'on fouille à Rome, ou à Istanbul, ou n'importe dans une ville ancienne. Donc, ils ont trouvé beaucoup de choses. Alors, au lieu de les cacher, comme souvent, ils ont exposé dans les métros la stratigraphie d'Athènes. Donc, si on passe ici, moi, j'ai passé du temps à aller. Effectivement, on trouve tout, de la préhistoire jusqu'à l'époque de Péricle. Et ça permet aux gens de comprendre qu'ils sont dans un endroit qui a une valeur archéologique, une histoire importante. Et j'ai vu que c'est très apprécié. Donc, mais il faut faire un effort de valorisation. Pas tous les endroits sont comme ça. Ça, c'est Syracuse, non? Vous voyez, le temple grec qui est devenu la cathédrale. Et là, tout le monde voit qu'il y a cette double nature. Mais parfois, l'archéologie est très difficile à interpréter. Donc, il faut faire un effort vers les gens. Ça, c'est à Londres, par exemple. À Londres, il y a beaucoup d'archéologie dans le centre de Londres. D'ailleurs, même si ce qu'on trouve, c'est pas Rome, disons, mais on trouve beaucoup de choses romaines, etc. Donc, c'est impossible pour un citoyen de comprendre ce que c'est. Donc, il faut faire un grand effort pour cette valorisation. Ça donne à la ville, pas seulement une dimension historique et archéologique, mais donne aux citoyens le message. C'est ça, très important. Il ne faut pas cacher ça et pas les laisser seulement dans les mains des experts, des archéologues qui ont un intérêt scientifique. Non, ça doit devenir un élément de communication. Puis, il y a une autre dimension évidemment importante, mais parfois on l'oublie. Hein. Moi, je parle comme urbaniste. Les urbanistes ont une vision bidimensionnelle de la ville. C'est un plan. Et parfois, les architectes tridimensionnels. Mais c'est tout. Non? On regarde parce que ce qui est au-dessous, très peu. Avec parfois des catastrophes et des conséquences que d'ailleurs l'Italie connaît très bien. Vous savez que dans un endroit qui n'est pas très différent du vôtre, d'un point de vue géologique, il y a eu des catastrophes tout récemment.
inondations, tout ça, parce que la ville n'avait pas fait les choses correctes de ce point de vue de la géologie, de l'hydrologie, etc. Mais aussi pour comprendre les villes. Moi, je viens, ça c'est Rome, non, les 7 collines. Bon, si on veut comprendre Rome, et la Rome ancienne, et aussi la Rome moderne, il faut regarder sa géologie, parce que ça c'est une étude, par exemple, de comment Rome est faite, vous voyez, avec toutes les différentes formes de pierres qui viennent de différentes parties de la ville. Donc, on ne la comprend pas si une ville, évidemment pas dans la modernité, parce que maintenant on a l'acier et le verre et le béton, mais une ville, elle sort de sa géologie, est faite avec sa géologie. Donc pour la comprendre et la préserver, il faut connaître bien la géologie. Ça c'est un cas peut-être un peu spécial, extrême, ça c'est une ville géologie, c'est la Libella, ça qui est creusé dans les comment on dit, les touffes, non, les cendres volcaniques. Non, ça c'est pas construit, hein, c'est vraiment creusé, même l'extérieur et l'intérieur de cette église incroyable. Il y en a plusieurs comme ça qui se trouvent là-bas. Et tout récemment, les Américains ont fait une étude, je trouve très intéressante, sur Manhattan. Ils ont fait une étude sur comment Manhattan était avant Manhattan. Et ils ont découvert qu'il y a une écologie, une hydrographie, une géologie qui influence beaucoup la vie quotidienne des gens et qu'on ne voit pas du tout parce qu'on n'a pas habitué à comprendre les villes et disons l'endroit où ils sont assises. Non? Donc c'est une étude très importante. D'ailleurs, dans cette ligne d'interprétation de villes, il faut regarder les sous-sols pour bien les gérer et bien les préserver aussi. Évidemment, il y a un bâti. Donc là, un bâti historique toujours suit une certaine règle, c'est une stratification. Nous, en Italie, on a eu deux grands maîtres qui ont formalisé cette approche. Muratori, qui était un professeur à Venise et à Rome, et Benevolo, il est encore vivant, qui était responsable, le plus grand historien de l'architecture italienne, mais aussi responsable de ce plan de Bologne que je viens de montrer. Muratori a théorisé ça, a développé la théorie de la typologie et de la morphologie urbaine, mais Benevolo l'a mise en pratique. Et tout ça est devenu un peu la règle. Hein, partout dans le monde, les architectes et les urbanistes, quand ils approchent une ville historique, utilisent ce modèle de l'analyse typologique et morphologique qui a été développé aux années 50, 60 par Muratori et d'autres. Et Bologne, comme je vous ai dit, était les premières expérimentations. Mais ça nous donne, je parle maintenant comme architecte, évidemment, un outil très puissant pour la connaissance des villes, l'interprétation des villes et la gestion des processus. Là, c'est un cas, par exemple, celui-là, un cas où la règle n'a pas été appliquée, ouais, c'est Samarcande, hein, avec les grands monuments de Régistan, etc. Et regardez, le gouvernement n'a pas considéré la typologie et la morphologie, il a tout détruit. Hein, tout détruit. Et de cette façon, il a fait une extraction du monument de son contexte en le détruisant. C'est vrai que nous aussi, on l'a fait. Hein. À Rome, on a fait la même chose. Je ne dis pas que nous sommes innocents, au contraire. Mais aujourd'hui, il y a des outils, il y a une vision partagée au niveau professionnel qui considère justement les formes typologiques et morphologiques autour des grands monuments, dans les grandes villes historiques, comme fondamentales pour comprendre leur histoire. Bon, tout ça, puis il y a un côté, que j'appelle peut-être immatériel, hein, mais qui doit faire partie de l'approche de préservation. Sur les mémoires collectives, on ne va pas entrer dans beaucoup de détails, mais pour dire chaque ville est un moment d'histoire. Parfois tragique, parfois non tragique, mais ce sont des choses qui se passent. Et tout ça fait partie de son patrimoine. C'est son patrimoine. Ce n'est pas un annexe, un accessoire. C'est son patrimoine. Il faut le valoriser, le mettre en évidence. Je ne sais pas si vous avez été récemment à Berlin. Je trouve assez émotionnant de voir au centre d'une ville comme Berlin un monument assez grand d'ailleurs, la plus grande catastrophe de l'histoire, la Shoah. C'est au centre, c'est
ce n'est pas un cimetière dans les périphéries, c'est en face du Reichstag, de la porte de Brandebourg, pour marquer la nécessité de la mémoire. Vous allez à Plaza de Mayo, à Buenos Aires, vous trouvez ce signe, non, des maires de Plaza de Mayo, et donc l'histoire tragique des desaparecidos. Buenos Aires, c'est la seule ville que je connais qui a une guide à la tragédie. Il y a un guide aux desaparecidos. Vous pouvez parcourir la ville et trouver tous les endroits où les choses se sont passées, etc. etc. Évidemment, grande tragédie de la modernité, la contemporanéité. Vous avez peut-être vu tout récemment, ils ont été inaugurés ce grand mémorial. Bon, là, la tour a été reconstruite ici. Ça, ce sont les endroits de deux tours. Maintenant, ici, il y a une mémorial. Ce sont de grandes fontaines, non, qui tombent dans la terre comme ça. C'est vraiment impressionnant. Donc, ça va rester. C'est une affaire qui va rester dans la mémoire collective. Donc, moi, je trouve que ça est très important pour valoriser l'idée de ville historique. Ce n'est pas que de pierres, ce n'est pas que de manifestations artistiques. Ce sont manifestations de l'histoire, parfois tragique, de nos sociétés. Donc les valeurs immatérielles, même quand elles ne sont pas tragiques, il faut les valoriser. Vous aller à la place Jama El Fna à Marrakech. Ça, c'est le seul endroit du monde qui a deux titres, patrimoine mondial et patrimoine immatériel. Et c'est un endroit incroyable où vous trouvez toute la vie de Marrakech, mais aussi de la région, avec un fourmillage de gens qui font des contes, les serpents, les marchands, tout ça, depuis des siècles. C'est vraiment un endroit très impressionnant pour cette fonction qu'il y a dans la ville. Vous allez à Sienne, j'imagine que vous avez été, et vous vous rendez compte que toute l'histoire, toute la vie quotidienne de cette ville tourne autour du Palio. C'est dans la tête des Senesi jusqu'à le moment qu'ils sont nés, parce qu'ils naissent dans un contrada, etc., etc. Et donc, il y a des valeurs de ce type-là, par exemple les grandes traditions catholiques ou religieuses. Ça, c'est le cas des grands machinés, non, d'Italie, ou même les grandes commémorations. Tout ça fait partie d'une ville d'une façon autant importante que la partie, disons, physique et matérielle. Moi, je trouve que la contemporanéité, la création contemporaine doit trouver sa place dans les villes. C'est vrai que ça arrive, non, mais c'est-à-dire, ce n'est pas anti-patrimonial, au contraire. Par exemple, dans ces cas-là, vous savez, Christo a fait cette installation au moment où les Reichstag étaient sur le point d'être restaurés et rétablis comme siège du Parlement allemand. C'était un bâtiment qui avait une histoire tragique. Hein. C'était là où les nazis ont lancé les premiers coups, hein, en 1933, si je ne me trompe pas. Ils ont fait incendier les Reichstag pour créer la tension dramatique qui a mené puis à la création de ces régimes. Donc c'était un endroit sinistre et même un trou noir dans la mémoire collective. Avec cette installation, il a subi une sorte de purification et régénération qui a permis maintenant de l'avoir comme un parlement normal. Créativité contemporaine, ça veut dire aussi les architectes. Moi, je suis à faveur de l'intervention des architectes dans les villes historiques, de l'architecture contemporaine, mais avec une bonne connaissance et une bonne compétence, et surtout un respect, non, du contexte, sans altérer. Je ne suis pas pour le langage à l'identique, non, c'est pas ça le discours, sans altérer le langage moderne. Par exemple, je trouve très bien celui-là qui a fait Foster à Nîmes. C'est très respectueux. C'est pas facile de faire un projet en face d'un temple romain, hein. Mais il pense qu'il a réussi. Je connais très bien cet architecte Wang Shu qui a gagné les prix Pritzker, c'est un Chinois qui a réalisé ses projets dans la ville de Hangzhou, en Chine, au sud de Shanghai. Vous voyez, c'est une ville historique, c'était la capitale de l'empire Song, non, Song du Sud, au XIe, XIIe siècle.
Mais il a fait une intervention moderne, avec un langage moderne, d'art moderne, chinois évidemment, qui a valorisé énormément cet endroit. D'ailleurs, on discutait avant avec les amis sur la nécessité aussi de le faire à Nice aussi. On peut faire des choses qui valorisent votre merveilleuse promenade, qui sont liées à l'expression contemporaine et qui valoriseront et donnent plus de valeur à cette promenade qui a déjà ses valeurs. Bon, dernière chose, dernière dimension que la recommandation contient, c'est essayer de voir la ville historique surtout comme une ressource. Un peu d'idées, si vous voulez, d'antan, de sites et d'autres, mais on ne l'a pas pratiqué. La vie historique est une accumulation de connaissances, une accumulation d'expérimentation, de pratiques énorme. C'est comme une encyclopédie ouverte. Et il faut la regarder bien, l'étudier pour essayer de apprendre comment faire la ville contemporaine. On peut faire beaucoup de travail de rénovation et même de développement en regardant ce qu'on a hérité. Par exemple, je trouve qu'en France, c'est pas mal. Hein. Vous avez fait à Lyon, par exemple, il y a une chose intéressante qui est née à Confluence. Hein. C'est un projet qui est moderne, il est super moderne, mais qui regarde à la ville historique, à ses proportions, à ses dimensions, ses hauteurs, à sa vibration. Hein. Ça, ce sont des maisons modernes, hein. C'est pas du patrimoine, ça. Mais regardez comment on retrouve certains éléments de la ville historique dans les typologies, dans la forme urbaine, donc on peut faire, mais il faut regarder bien. C'est une question de compétences et de respect. Bon, tout ça, ce sont évidemment plutôt de visions, de recommandations. On ne va pas résoudre tout ça, les questions que j'ai posées seulement avec des recommandations si simples. En même temps, tout ça nous a servi beaucoup parce que la question de vie historique est devenue plus importante dans les politiques internationales. On a essayé de la mettre au cœur de certaines réformes qui sont en cours au niveau des Nations Unies. Vous savez que cette année, à la fin de l'année, les Nations Unies approuveront les nouveaux objectifs stratégiques du millénaire. Ce sont des choses de machines Nations Unies, mais c'est important. C'est des formules qui rassemblent des milliers, voire des centaines, voire des milliers d'experts, d'opinions, les États membres, tout ça. Donc à la fin de l'année, il y aura, à 15 ans de distance de l'approbation des premiers objectifs stratégiques, les objectifs du millénaire, une deuxième tournée, un deuxième passage de ça, s'appelleront les objectifs du développement durable. Donc on a essayé de mettre les villes et la conservation des villes historiques au centre de certaines de ces recommandations, et j'espère qu'on va y arriver. Et en plus, on utilise cette opportunité qui est la grande conférence mondiale sur l'habitat. Vous savez que chaque 20 ans, les Nations Unies organisent une conférence sur l'habitat. Il y a eu en 1976 à Vancouver, il y a eu en 1996 à Istanbul, et maintenant, 2016, c'est à Quito. Donc on est en train de faire, je suis le coordinateur scientifique de cette opération, un rapport mondial sur la conservation des villes historiques et sur l'utilisation de la culture et du patrimoine pour le développement. Faire une liaison entre ces deux éléments qui semblent parfois un peu détachés et incompatibles, même parfois. Mais nous, au contraire, on pense qu'il y a vraiment, c'est le moment de montrer que le patrimoine est une ressource collective, est une ressource des sociétés et que le patrimoine peut être vraiment un guide, un pilote et même une ressource pour un développement durable, pour un développement humain, pour un développement qui regarde la société pas seulement dans ses aspects financiers, économiques, mais aussi dans ses aspects culturels et spirituels. Merci bien. Bon, je ne sais pas, Monsieur Laquiez, c'est à vous, si vous voulez faire... Non, je pense qu'on a encore peut-être un petit peu de temps, si vous acceptez de répondre à quelques questions. Oui. Bonjour Monsieur Bandary, nous nous sommes croisés souvent lorsque j'étais responsable du patrimoine au Conseil de l'Europe à Strasbourg et j'habite maintenant Nice. Donc,
Ce que je voulais vous poser une première question un peu provocatrice. Est-ce que le Centre du patrimoine mondial est bien conscient que l'octroi du label peut avoir un effet pervers dans la mesure où les agences, les tours opérateurs du sud-est asiatique et de l'Asie se servent de ça pour amener des flots de touristes encore plus importants. Alors des touristes et des devises, il y a beaucoup d'aspects positifs, mais il faut voir aussi que dans une Europe qui est à une échelle qui n'est pas celle de l'Amérique et qui a des centres anciens restreints, ça peut être la source de beaucoup d'inconvénients. Bon, c'est une question, tout le monde en est conscient certainement, mais sans doute faut-il mieux l'approfondir. Et deuxième élément, vous savez qu'on a beaucoup travaillé dans les organisations européennes sur cette idée de la conservation intégrée, qui est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une régression totale par rapport à la réflexion qu'il y a pu avoir dans les cercles de l'ICOMOS, de l'UNESCO, bien sûr, et du Conseil de l'Europe, sur la conservation intégrée. L'idée était d'éviter en quelque sorte le star system et justement ce phénomène d'iconisation, soit par des monuments qui deviennent des entreprises culturelles pour attirer le maximum de gens et de fric dans des endroits très localisés, soit même avec l'architecture contemporaine. Regardez le musée de Bilbao, c'est un peu ça, il y a tout à fait une chose tout à fait extraordinaire. Et puis tout le reste, c'est une libéralisation totale du contrôle. On peut faire n'importe quoi, densifier les volumes et finalement abandonner la qualité du tissu bâti. Alors que l'idée de conservation intégrée était d'assurer la cohésion de tout cela et des échelles humaines. L'Italie a beaucoup fait pour ça, on le sait, et tous les travaux sur la conservation intégrée seraient peut-être à revisiter souvent, notamment par les jeunes architectes et urbanistes. Voilà, merci. Merci. Moi, si vous voulez, je réponds maintenant. Bon, le tourisme, je l'ai dit, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, je pense que les centres et l'UNESCO en général est conscient de ça. Parce qu'effectivement, on a vu très rapidement après l'inscription, ça, surtout en Asie, comme vous dites, ça devient ingérable. En même temps, c'est compliqué parce que les mécanismes de la Convention prévoient, ce sont les États qui présentent, ce sont les États qui discutent. Nous on est plutôt, disons, du côté d'évaluation. Donc on peut dire, OK, il y a des risques, mettre en évidence certains risques, faire du monitoring, tout ça. Mais la Convention, dans ses principes, n'a jamais intérimé ces problèmes. Jamais. Dès le début. Le tourisme n'existait pas à l'époque. Ce tourisme-là qui a disons, un effet, un impact destructif parfois. Moi, je le vois beaucoup dans ma ville. Je suis, je le dis, assez préoccupé d'une situation dans laquelle la ville a la relation entre les visiteurs et la ville ont changé complètement la nature. Il y a aujourd'hui 27 millions, l'année passée 27 millions, divisé 27 millions 365, ça fait 70 000 par jour en moyen, et la population a 58 000. Donc, ça a changé, ce n'est plus une ville historique, c'est un parc thématique habité. C'est pour le moment, et peut-être dans le futur, ça va devenir un parc thématique simplement. C'est vraiment assez impressionnant ce qui se passe. Hein. Et voilà, d'accord, c'est un cas extrême peut-être, non, mais pas le seul. Et en plus, on a une perspective doublement du tourisme dans les prochains 20 ans. Ce qui est vraiment préoccupant. Donc, il y a une préoccupation. D'ailleurs, cette année, on a eu la première fois une conférence internationale entre l'UNESCO avec l'UNESCO et les WTO, qui est l'Organisation mondiale du tourisme, sur ce thème, patrimoine et la relation entre patrimoine et tourisme. Donc, ça a été... au moins, on a commencé à écrire des chartes, à mettre les choses sur place. Mais ce n'est pas facile. Hein. J'avoue que pendant mon mandat à l'UNESCO, ma plus grande défaite, c'était que j'avais proposé aux États membres de travailler sur une recommandation sur ce thème. Patrimoine et tourisme, pour moi, c'est le thème stratégique du siècle. Et les États n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, j'ai été battu. Donc, pas accepté parce qu'ils pensaient que ce n'était pas nécessaire, ou bien certains États ne le voulaient pas et d'autres
ont suivi. Et donc, même dans cet endroit, c'est difficile de faire passer les messages. Considération intégrée, ça c'est évidemment, hein, la recommandation paysage humain historique, c'est ça. C'est exactement, c'est une reformulation de ces principes. Et je pense que c'est indispensable de garder ces caps-là et de passer le message. D'ailleurs, parfois ça marche. C'est-à-dire les gens se rendent compte, même pas seulement les techniciens, mais aussi les habitants, qu'il faut faire ça. Il faut avoir une approche, on ne peut pas avoir une approche schizophrénique, non, on fait une conservation d'un centre historique à côté, on fait l'iconisme, ça c'est absurde. Mais il faut y arriver, mais vous voyez par exemple les cas de Graz, non, moi je suis allé à Graz, je dis mais écoutez, mais comment vous pouvez penser de faire une chose comme ça? Où est la logique? Je dis mais non, mais c'est, disons, on peut faire un. La réponse était un peu stupide. on peut en faire un comme démonstration de la modernité. Pas trouvé que c'était une grande réponse. Mais le problème, c'est qu'après, ils en font un deuxième. Donc, c'était pas vrai. C'est compliqué. En tout cas, je trouve qu'il faut suivre ça, il faut continuer ça. Et il faut évidemment mettre ça dans le cadre, disons, de respect des principes. Si on veut être patrimoine mondial, mais seulement patrimoine, pas seulement nécessairement mondial. Si on veut avoir le patrimoine dans l'image de la ville, non, il faut que ce soit intégré. Il y a pas, qu'on peut faire de l'architecture moderne, sans doute, mais cette architecture regarde au patrimoine, fait partie du patrimoine. Francesco, si tu le permets, je voudrais simplement rebondir sur ce que tu as dit quant à la relation du tourisme et du patrimoine. C'est vrai que c'est une question fondamentale. Il faut la poser, il faut la traiter, mais sans à aucun moment donner le sentiment que le tourisme serait une activité néfaste. Il est évident que dans l'histoire de l'humanité, l'épanouissement des postures, des activités touristiques est un progrès, c'est un progrès culturel, sans même évoquer les retombées économiques de l'activité touristique. Et je crois que c'est tout particulièrement important dans l'espace européen où on voit beaucoup d'autres activités productives s'éteindre. Mais je crois qu'il faut bien veiller à ce que ce tourisme soit un tourisme respectueux et intelligent. Tu as évoqué la situation de Venise. Ce qui est effrayant à Venise, où tu le sais, j'ai vécu pendant un bout de temps, c'est que le tourisme est tout entier concentré dans un espace très restreint par rapport à la taille de la ville. Il s'étire en gros du Rialto à la place Saint-Marc, s'égare un peu vers le pont de l'Académie, mais alors que des dizaines de milliers de touristes fréquentent la ville, des quartiers entiers de la ville sont totalement déserts, alors qu'ils présentent un intérêt historique, patrimonial, architectural, artistique considérable. Certaines églises comme Saint-Marc sont saturées de public, au risque d'ailleurs de dégrader ces monuments, alors que dans d'autres églises où se trouvent des chefs-d'œuvre, aucun visiteur ne se présente. D'autre part, donc je crois qu'il y a de la part des autorités publiques, de la part des responsables également de l'activité touristique, un véritable devoir à diversifier ce tourisme, à le répandre sur les territoires de façon beaucoup plus large. Deuxièmement, je crois qu'il faut aussi veiller à ce que tous ceux qui pratiquent le tourisme, et donc très souvent nous-mêmes, nous devenions également des contributeurs à l'entretien du patrimoine et des monuments. À Venise, on a posé à un moment donné la question d'un droit de péage pour accéder à la ville. Alors, est-ce légitime? Est-ce démocratique? Serait-ce rentable compte tenu des coûts de perception d'une taxe de ce type? Bon, la question doit être posée. Mais on le voit bien aussi aujourd'hui, la plus grande partie du tourisme vénitien est un tourisme journalier. Ce sont des gens qui arrivent le matin et qui repartent le soir, souvent transportés par des moyens violents comme ces énormes bateaux qui traversent la lagune. Et ce tourisme-là, finalement, produit très peu de retombées économiques positives pour l'activité des Vénitiens et pour l'activité de la ville. Et donc je crois que la question de la responsabilité économique des touristes, où qu'ils soient dans le monde, à l'égard de ceux qui vivent dans ces endroits, est une question essentielle. Pour ce qui est de Nice,
Je suis pour ma part persuadé que si nous poursuivons cette démarche d'identification d'un objet patrimonial qui aurait vocation à être inscrit, ou en tout cas candidat à une inscription sur la liste du patrimoine mondial, il faut justement s'échapper de la seule promenade des Anglais, qui déjà concentre la plus grande partie de la fréquentation touristique de Nice. Il faut se poser la question de toute cette ville nouvelle qui, en dehors de la ville ancienne, est née de l'activité touristique de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, et qui recèle des trésors d'architecture et du patrimoine, trésors que finalement très peu de visiteurs de Nice regardent, tout simplement, connaissent et regardent. Donc je crois que la démarche patrimoine mondial, si en effet elle est superficielle, si elle ne vise qu'à fournir à des objets patrimoniaux qui sont déjà connus un surcroît de notoriété patrimoniale et touristique, cette démarche elle est condamnable. Mais en revanche, si elle vise à étendre la connaissance patrimoniale d'un lieu, à augmenter sa fréquentation, à augmenter finalement la diversification de la fréquentation de ces lieux, à l'étendre sur de nouveaux territoires, elle doit devenir positive. En tout cas, si avec la promenade des Anglais, nous nous contentions uniquement de nous poser la question de ce ruban qui longe la mer et qui est déjà hyper fréquenté à pied, à cheval et en voiture, finalement, nous n'aurions fait qu'une chose superficielle. Mais si on conduit les gens à s'intéresser à tout ce qui est derrière nous et qui est d'une infinie richesse, je crois que nous aurons fait œuvre utile pour le patrimoine niçois. Très bien. Oui, je voudrais faire une remarque et poser une question. Une remarque, c'est au sujet de l'historique que vous avez fait en introduction à votre conférence. Je me suis intéressé à un architecte italien, Camillo Boito, Oui, Camillo Boito, qui a écrit Vecchia Città e Edilizia Nuova. Et c'est intéressant qu'à l'époque où il connaît l'essor des villes nouvelles de la révolution industrielle, il réfléchit justement à cette articulation entre le centre ancien et la ville moderne qui naît de l'industrie. Et justement, cette idée qu'il fallait réfléchir aussi à ces quartiers, on pourrait dire tampons, entre le centre ancien et la ville contemporaine. Il me semble que c'est un grand nom aussi de la pensée italienne sur ces sujets. Et ma question, c'est sur le thème de l'obsolescence des formes architecturales des bâtiments qui conduit à leur destruction. C'est que le bâtiment, au cours des âges, ce qui assure sa conservation avant tout, c'est sa valeur d'usage, ce que l'on en fait dans les activités humaines. Et la première menace, c'est quand il est frappé d'obsolescence, parce que la société évolue. Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme aussi de pensée de la conservation en poussant la réflexion sur le réemploi justement des bâtiments et peut-être des quartiers? Ça serait peut-être aussi une forme de penser, une conservation plus globale de la cité qui opposerait moins secteur sauvegardé, muséifié, on pourrait dire, et ville nouvelle, parce qu'il y aurait peut-être dans ce réemploi des édifices anciens, si on poussait plus loin cette réflexion, ça permettrait d'imaginer peut-être une activité économique beaucoup plus diversifiée dans les centres anciens et aussi dans les autres villes, les autres quartiers hors des centres anciens, une vision aussi patrimoniale, commencer à les intégrer dans la valeur patrimoniale. Voilà, c'était... Vous avez mis les doigts sur la plus grande querelle parmi les architectes conservateurs. D'ailleurs, Camillo Boito, c'était je vous remercie pour l'avoir cité parce que c'est un grand penseur du patrimoine et de la conservation. C'était celui qui avait un peu essayé de trouver une formule opérationnelle
raisonnable. À cette époque, il y avait une grande querelle entre la vision Viollet-le-Duc de reconstruction de la forme idéale des monuments et la vision Raskin de laisser les monuments mourir comme ruines et signes de mémoire de la dissolution. Donc, il y avait de grandes écoles. Et lui, il a dit, mais non, mais ça, c'est pas possible. Non, il faut regarder justement aux bâtiments comme des bâtiments qui ont une valeur d'usage. Et donc, sa position est un peu intermédiaire, mais surtout, c'était une position plus conservatrice de Viollet-le-Duc pour le point de vue de la forme de l'architecture, mais certainement pour la valorisation et l'utilisation de bâtiments. D'ailleurs, un bâtiment qui n'est pas utilisé est condamné. On le voit toujours. Si un bâtiment n'est pas utilisé dans un délai très bref, il s'abîme et tout ça. Donc, il faut lui donner une fonction. Et donc, il y a un certain nombre de compromis qu'il faut rechercher et retrouver. Peut-être au dehors de beaucoup de, disons, visions un peu doctrinales et rigides qui existent. Parce que si on ne donne pas cette possibilité de réutilisation, on ne fait pas la conservation. Donc il y a une certaine flexibilité qu'il faut accepter. Avec évidemment toujours une vision de conservation de ce que sont les éléments du patrimoine. Il ne faut pas aller de l'autre côté trop. C'est un exercice difficile, un parcours qui n'est pas seulement de l'architecte, qui est aussi des villes, des utilisateurs, tout ça. Donc ça prend beaucoup de réflexion et beaucoup de participation pour trouver la formule. Il n'y a pas quelqu'un qui a une idée mieux que les autres. C'est une architecture, mais peut-être toute architecture aujourd'hui, qui a besoin de beaucoup de discussions, beaucoup de vérifications. Je voudrais juste faire une remarque, pour rebondir sur la question de M. Boutin. On a peut-être à Nice, ici, inventé une façon tout à fait originale de reconvertir le patrimoine. Je pense aux grands hôtels consacrés au tourisme d'hiver, qui sont entrés en crise dans les années 30 et qui ont été transformés en appartements. On le sait tellement à Nice qu'on ne le voit plus, mais je pense que c'était une façon intéressante justement de sauver ce patrimoine, on l'a bien vu, tout en le transformant un peu, bien sûr. D'autres questions? Ça va être l'heure d'aller dîner, bien sûr, mais la fin peut-être vous tenaille. Pas d'autres questions? Bon, merci bien. Bien, écoutez, on va remercier alors. Merci, monsieur Bondarrieux. merci à toutes. Merci. La prochaine conférence, c'est, Julie